Le 26 mars 1942, un convoi ferroviaire arriva à Auschwitz, transportant 999 femmes slovaques. Elles étaient les premières prisonnières féminines à être officiellement enregistrées dans le camp de concentration. Les gardes SS les entassèrent dans des baraquements du camp principal, séparés par des murs du reste des prisonniers. Aucune d'elles ne savait qu'elles inauguraient l'un des chapitres les plus sombres de l'Holocauste, le camp de femmes d'Auschwitz. Au cours des 3 années suivantes, plus de 130 000 femmes seraient enregistrées dans ce système. Mais les registres ne racontent qu'une fraction de l'histoire. Des centaines de milliers d'autres furent envoyés directement aux chambres à gaz sans que leur nom soit inscrit dans aucun document. Le camp de femmes d'Auschwitz-Birkenau n'était pas un simple appendice du complexe concentrationnaire. C'était une machine indépendante d'extermination et d'expérimentation où les prisonnières faisaient face à des conditions qui combinaient l'horreur générale du camp avec des violences spécifiquement conçues contre leur corps. Les SS établirent des structures de contrôle brutales, les médecins nazis transformèrent les baraquements en laboratoires de torture et des gardes féminines démontrèrent que la cruauté n'avait pas de genre. C'était un lieu où des mères voyaient mourir leurs enfants nouveau-nés, où des femmes étaient stérilisées sans anesthésie, où un orchestre jouait des marches pendant que des milliers marchaient vers leur mort. Le camp de femmes d'Auschwitz fonctionnait avec ses propres règles, sa propre hiérarchie, ses propres formes de souffrance. Ce qui s'est passé là-bas représente une dimension de l'Holocauste, qui, pendant des décennies, est restée dans l'ombre de la narrative historique générale. Chaque train qui arrivait à Birkenau déchargeait sa cargaison humaine sur une plateforme connue sous le nom de rampe. Pour les femmes, ce premier contact avec Auschwitz déterminait tout. Les médecins des SS, avec Joseph Mengele parmi les plus notoires, effectuaient la sélection avec des mouvements rapides de leurs mains gantées. Les femmes étaient immédiatement séparées des hommes. Les mères avec de jeunes enfants étaient dirigées d'un côté, les femmes jeunes et apparemment fortes de l'autre. Les vieilles, les femmes enceintes, les malades, toutes regroupées ensemble. Le processus prenait quelques minutes. Les nouveaux arrivants n'avaient pas encore compris ce que signifiaient ces fils. Les ordres étaient criés en allemand, les chiens aboyaient, les gardes frappaient ceux qui ne bougeaient pas assez vite. Le chaos était délibéré. Dans cette confusion, les décisions de vie et de mort étaient prises avec une efficacité industrielle. Les femmes classées comme aptes au travail représentaient environ 20% de chaque convoi. Le reste, soit entre 70 et 80%, se dirigeait directement vers les chambres à gaz. Il n'y avait ni appel ni seconde chance. Une femme portant un bébé était automatiquement envoyée à la mort avec lui. Une mère qui tentait de se cacher de ses enfants pour se sauver était identifiée publiquement par les gardes qui promenaient l'enfant abandonné devant les rangs jusqu'à la retrouver, les condamnant tous les deux. Les sélections continuaient après la rampe. Tous les quelques mois, les SS inspectaient les baraquements. Les prisonnières devaient se déshabiller et défiler devant les médecins. Tout signe de faiblesse, de maladie ou d'épuisement signifiait la faim. Les femmes apprenaient à se pincer les joues pour qu'elles paraissent roses, à se mordre les lèvres pour leur donner de la couleur, à marcher droite même si la faim les consumait. Un petit groupe développait des techniques de survie créatives. Les femmes du Commando Canada, chargées de trier les biens des déportés, avaient accès aux cosmétiques confisqués. Elles gardaient de petits morceaux de rouge à lèvres et de fard à joues. Avant les sélections, elles partageaient ces trésors avec d'autres prisonnières, sachant qu'un visage coloré pouvait faire la différence entre vivre ou mourir. Les photographies prises en secret par des membres du Sonderkommando à l'été 1944 ont capturé des scènes de la rampe qui documentent visuellement cette machine de mort. Sur l'une de ces images floues mais inestimables, on observe des femmes et des enfants hongrois marchant vers les chambres à gaz, complètement inconscients de leur destin imminent. Ces photographies ont été introduites clandestinement hors du camp avec l'aide de la résistance polonaise clandestine, cachées dans des tubes de dentifrice et d'autres compartiments secrets. Elles représentent certains des rares témoignages visuels directs du processus d'extermination au moment où il se produisait. La rampe de Birkenau traitait des transports de pratiquement tous les pays occupés par les nazis.
des Juifs hongrois arrivaient en masse au cours du printemps et de l'été 1944, lorsque plus de 400 000 ont été déportés en seulement 8 semaines. Des femmes françaises arrivaient de Drancy, des femmes néerlandaises de Westerbork, des femmes grecques de Salonique, des femmes italiennes de camps de transit dans le nord de l'Italie. Chaque groupe apportait ses propres langues, cultures, histoires. Sur la rampe, toutes ces différences s'effondraient en une seule catégorie, aptes ou non aptes pour le travail. La déshumanisation commençait à cet instant précis, lorsque les femmes cessaient d'être des individus avec des identités complexes pour devenir des numéros de production dans une économie d'esclavage et de mort. Les officiers SS qui conduisaient les sélections tenaient des registres méticuleux du nombre de personnes arrivant dans chaque transport et combien étaient sélectionnés pour le travail versus l'extermination immédiate. Ces documents bureaucratiques, dont beaucoup ont survécu à la guerre, révèlent la normalisation administrative du génocide. Les sélections étaient enregistrées avec la même routine prosaïque que n'importe quelle procédure industrielle. Les femmes qui survivaient à la première sélection sur la rampe faisaient immédiatement face à un autre processus déshumanisant, l'enregistrement. On leur rasait complètement les cheveux, on leur retirait tous leurs vêtements et possessions personnelles. On les obligeait à passer nus devant des gardes masculins et féminins. On leur tatouait un numéro sur l'avant-bras gauche. On leur donnait des uniformes en haillons qui s'adaptaient rarement bien. On leur attribuait des baraques surpeuplées. En quelques heures, des femmes qui avaient été professeurs, médecins, artistes, mères, filles, épouses, se transformaient en prisonnières anonymes, réduites à des numéros. Cette désintégration de l'identité était centrale dans l'opération du camp. Les nazis comprenaient que pour perpétrer des atrocités massives, ils devaient d'abord détruire l'humanité perçue de leurs victimes. Les cheveux rasés des femmes avaient un but économique en plus d'être déshumanisants. Ils étaient systématiquement collectés, classés par couleur et texture, emballés dans des sacs en toile de jute et envoyés à des usines textiles allemandes. Les tonnes de cheveux humains trouvés par les libérateurs soviétiques dans les entrepôts d'Auschwitz témoignaient de l'exploitation totale des corps des victimes. Même après la mort, rien n'était gaspillé dans cette économie macabre. Les dents en or étaient extraites des cadavres. La graisse des corps incinérés était parfois utilisée. Les cendres étaient répandues dans les champs environnants comme engrais ou jetées dans les rivières voisines. L'industrialisation complète du meurtre de masse a atteint son apogée à Auschwitz-Birkenau. Les femmes qui passaient la sélection initiale et entraient dans le camp comme prisonnières enregistrées faisaient face à un régime conçu pour les exploiter jusqu'à la mort par épuisement. L'espérance de vie moyenne d'une prisonnière juive à Auschwitz était d'environ 3 à 4 mois. Certaines mouraient en quelques semaines. Quelques-unes extraordinairement chanceuses ou résilientes survivaient des années. Les facteurs qui déterminaient la survie incluaient la chance aléatoire, l'affectation à des travaux moins brutaux, l'accès à des réseaux de soutien, la jeunesse et une bonne santé initiale relativement bonne, des compétences utiles que les SS valorisaient et, dans certains cas, la volonté indéfectible de survivre pour témoigner. Chaque femme qui a survécu à Auschwitz a une histoire unique de comment elle a réussi à surmonter des probabilités accablantes. Il n'y avait pas de formule unique pour la survie, mais la combinaison de facteurs externes favorables et une détermination psychologique interne était presque toujours nécessaire. En août 1942, les prisonnières ont été transférées du camp principal d'Auschwitz à Birkenau, une extension du complexe construite sur un terrain marécageux. Les conditions là-bas dépassaient toute définition d'inhabitabilité. Les baraquements en briques et en bois du secteur BIA ont été construits à la hâte, sans système d'égout ni accès à l'eau potable. De nombreux bâtiments manquèrent de sol, seulement de la terre tassée qui se transformait en boue pendant les pluies. Les latrines étaient de simples trous creusés entre les baraquements. Il n'y avait ni papier toilette ni intimité. Les prisonnières devaient faire leurs besoins dans des espaces ouverts, parfois avec des rangées de femmes attendant leur tour. L'eau fraîche était rare. Au début, une seule source servait à des milliers de femmes. Les prisonnières buvaient dans des flaques de la neige fondue en hiver de toutes sources disponibles. Cela propageait des maladies à une vitesse dévastatrice. La dysenterie était endémique. Les infections intestinales tuaient des dizaines chaque jour. Les baraquements étaient théoriquement conçus pour 700 prisonnières chacun,
mais ils abritaient souvent plus de 1000. Les lits étaient des structures en bois à 3 niveaux, où 5 ou 6 femmes partageaient le même espace. Sans matelas adéquat, elles dormaient sur de la paille pourrie, infestée de poux et de puces. Les couvertures étaient insuffisantes. En hiver, les femmes se serraient les unes contre les autres pour chercher de la chaleur. En été, la chaleur insupportable se combinait avec des nuées de moustiques qui proliféraient dans le terrain marécageux. Les rats étaient omniprésents. Aussi gros que des chats, ils attaquaient les prisonnières trop faibles pour se défendre. Les survivantes se rappellent se réveiller avec des rats mordillant les doigts de pied de compagnes mourantes. Les rongeurs se nourrissaient de cadavres qui parfois restaient des heures dans les baraquements avant d'être retirés. Le rituel du comptage constituait une autre torture quotidienne. Chaque matin avant l'aube et chaque soir après le travail, les prisonnières devaient former des rangs parfaits sur l'Appelplatz. Elles restaient debout pendant des heures, quel que soit le temps. Pluie, neige, froid extrême ou chaleur étouffante, les femmes attendaient pendant que les gardiennes et les officiers SS comptaient et recomptaient. Toute divergence dans le nombre prolongeait le comptage. Si une prisonnière était morte pendant la nuit, son cadavre devait être apporté au comptage. Si quelqu'un s'effondrait pendant la formation, les autres devaient rester immobiles. Les comptages pouvaient s'étendre sur 6, 8, parfois 10 heures. Les femmes urinaient là où elles se tenaient. Certaines mouraient debout, soutenues par leurs compagnes à côté qui craignaient que le corps tombant provoque un nouveau comptage. L'Appelplatz est devenu le théâtre d'exécutions publiques, de pendaisons, de passages à tabac exemplaires. Les punitions collectives étaient courantes. Si une prisonnière s'échappait ou violait une règle, tout le baraquement pouvait être puni avec des heures supplémentaires de comptage debout. Les maladies infectieuses qui balayaient régulièrement le camp de femmes à Birkenau comprenaient non seulement le typhus et la dysenterie, mais aussi la tuberculose, typhoïde, scarlatine, diphtérie et de multiples infections de la peau. La malnutrition extrême affaiblissait les systèmes immunitaires au point où des infections mineures qui seraient normalement traitables devenaient mortelles. Les prisonnières développaient un œdème de la faim, un gonflement causé par la rétention de liquide lorsque le corps tentait de compenser le manque de protéines. Leur corps consommait leurs propres muscles et organes internes dans une tentative désespérée de survivre. Le processus de famine progressive prenait généralement entre 3 et 6 mois avant qu'une prisonnière devienne totalement incapable de travailler et soit sélectionnée pour les chambres à gaz. Les prisonnières appelaient cet état de détérioration terminale « Musselmann », un terme dont l'origine exacte est débattue, mais qui était universellement utilisé dans les camps pour décrire celles qui avaient perdu toute volonté de vivre et marchaient comme des zombies vers leur mort inévitable. Les baraques étaient aussi des lieux de résistance humaine incroyables malgré l'horreur. Les femmes formaient des groupes de soutien informels, des familles de substitution qu'elles appelaient « sœurs de camp ». Elles partageaient de la nourriture lorsqu'elles avaient une miette supplémentaire. Elles se soignaient mutuellement pendant les maladies. Elles célébraient secrètement des anniversaires avec des chansons chuchotées. Elles partageaient des recettes de mémoire, décrivant de manière élaborée des plats qu'elles avaient cuisinés avant la guerre, un acte de préservation culturelle et d'espoir. Ces conversations sur la nourriture servaient plusieurs objectifs psychologiques. Elles maintenaient vivants les souvenirs de la vie normale, fournissaient des fantasmes d'évasion mentale de l'horreur présente et affirmaient les identités culturelles que les nazis tentaient d'effacer. Les prisonnières polonaises partageaient des recettes de pierogi. Les françaises décrivaient la bouillabaisse. Les hongroises se rappelaient le goulash. En l'absence de tout le reste, la mémoire de la nourriture devenait de la résistance. Le système de stratification sociale au sein du camp de femmes créait des hiérarchies complexes. Les prisonnières politiques, en particulier les communistes allemandes et polonaises arrêtées pour des activités de résistance, occupaient fréquemment des positions privilégiées comme responsables. Les Juives constituaient le groupe le plus bas dans cette hiérarchie, informels, et subissaient le pire traitement tant de la part des SS que des responsables prisonnières. Les Roms étaient aussi systématiquement maltraités. Ces divisions internes reflétaient et reproduisaient les préjugés raciaux et sociaux de la société européenne plus large. Les conditions climatiques extrêmes de la Pologne aggravaient la souffrance physique. Les hivers étaient brutalement froids,
avec des températures régulièrement en dessous de zéro. Les prisonnières n'avaient pas de vêtements adéquats pour se protéger. Beaucoup souffraient de gelures aux doigts, orteils, oreilles et nez. Les étés étaient oppressivement chauds et humides. Le terrain marécageux élevait des moustiques en nuages denses. Les tempêtes transformèrent le camp en une mer de boue. Il n'y avait pas d'échappatoire au climat parce que les baraques manquaient d'isolation adéquate. En hiver, les femmes gelaient dans leurs couchettes. En été, elles suffoquaient dans la chaleur stagnante. Le manque d'hygiène de base causait une souffrance supplémentaire. Les femmes ne pouvaient pas se laver régulièrement. Quand les bains étaient autorisés, c'était précipité, avec de l'eau froide, sans savon. Les vêtements n'étaient jamais lavés correctement. Les poux infestaient tout. Les prisonnières passaient des heures, quand elles le pouvaient, à chercher des poux dans leurs vêtements et à les écraser, sachant que c'était inutile car la réinfestation était immédiate. Les poux ne causaient pas seulement des démangeaisons insupportables, mais transmettèrent le typhus, l'une des principales causes de mortalité dans le camp. Les prisonnières qui travaillaient dans les commandos extérieurs, en particulier celles affectées aux travaux de construction, d'excavation ou agricoles, faisaient face à des conditions particulièrement brutales. Elles travaillaient 12 heures ou plus par jour dans un travail physique épuisant. Elles étaient constamment battues par les capots et les gardes pour travailler plus vite. Elles revenaient au camp chaque nuit, à peine capables de marcher. Beaucoup s'effondraient et mouraient au travail. D'autres étaient battus à mort pour ne pas travailler suffisamment vite. Entre 1942 et 1945, environ 170 à 200 femmes ont servi comme Aufseherinnen, gardiennes des SS, dans le complexe d'Auschwitz. Ces femmes n'étaient pas des monstres nés du mal. La plupart provenaient de milieux modestes, employées de magasins, ouvrières agricoles, enseignantes sans emploi, ménagères. Certaines ont été recrutées par le biais d'annonces dans des journaux allemands promettant de bons salaires et des uniformes. D'autres ont été assignées obligatoirement par les bureaux de placement. Le salaire de 185 marks par mois dépassait considérablement les revenus moyens d'une femme allemande non qualifiée. Pour beaucoup, devenir gardienne représentait une ascension sociale. Moins de 5% étaient membres formels du parti nazi. Cependant, une fois dans le système de concentration, ces femmes ordinaires se sont transformées avec une rapidité surprenante en exécutantes de brutalité systématique. Maria Mandl est arrivée à Auschwitz en octobre 1942 et a rapidement gravi les échelons pour devenir l'Oberaufseherin, chef de toutes les gardiennes du complexe. Mandl était une femme cultivée qui aimait la musique classique. C'est elle qui a ordonné la création de l'orchestre féminin et assistait régulièrement à ses concerts. En même temps, elle supervisait des sélections qui ont envoyé un demi-million de femmes et d'enfants aux chambres à gaz. Cette dualité, la capacité d'apprécier la beauté tout en perpétrant un génocide, caractérisait beaucoup d'Aufseherinnen. Irma Grese est devenue la plus infâme. Née en 1923, elle avait travaillé dans une ferme laitière avant de rejoindre les SS à 19 ans. Exceptionnellement attrayante, les prisonniers la surnommaient « l'ange blond » et « la belle bête ». Grese portait un fouet en cellophane tressé qu'elle utilisait fréquemment et avec un plaisir évident. Des témoins l'ont vue frapper des femmes jusqu'à les rendre méconnaissables, piétiner des femmes enceintes, fouetter les seins de jeunes prisonnières. Elle participait activement aux sélections avec Mengele, décidant qui vivait et qui mourait avec des gestes nonchalants. Elisabeth Volkenrath, une autre Oberaufseherin, était une travailleuse non qualifiée avant la guerre. À Auschwitz, elle a développé une réputation de cruauté exceptionnelle. Johanna Bormann a gagné le surnom de « la femme au chien » parce qu'elle lâchait son berger allemand entraîné pour attaquer les prisonnières sans défense. Les gardes SS avaient un contrôle absolu sur la vie des prisonnières. Elles pouvaient frapper, torturer ou tuer sans conséquence. Certaines le faisaient par pur sadisme, d'autres le faisaient parce que le système l'attendait et le récompensait. La formation des Aufseherinnen à Ravensbrück les enseignait à voir les prisonnières comme sous-humaines. Elles recevaient des instructions explicites sur les techniques de punition physique. Le processus de désensibilisation prenait plusieurs semaines. Les témoignages de prisonnières politiques françaises relatent comment les gardes tuaient à coups les plus faibles, piétinaient les femmes tombées, participaient à des exécutions massives. Les Aufseherinnen géraient également le système des prisonnières fonctionnelles, les kapos,
des femmes prisonnières qui recevaient des responsabilités sur les autres en échange de privilèges. Beaucoup de ces capos, en particulier les criminelles allemandes et les asociales, initialement envoyées à Auschwitz, exerçaient le pouvoir avec une violence brutale. Le commandant Rudolf Höss a écrit de manière désobligeante sur ses premières fonctionnaires prisonnières, affirmant que celles envoyées de Ravensbrück représentaient le pire élément et surpassaient les prisonniers criminels masculins en leur méchanceté, vulgarité et retard. Le recrutement de femmes allemandes comme gardiennes de camps de concentration a révélé des dimensions troublantes sur la façon dont des personnes ordinaires peuvent être transformées en auteurs d'atrocités massives sous certaines conditions institutionnelles et sociales. Les études psychologiques postérieures des Aufseherinnen capturées ont révélé qu'elles n'exhibaient pas de taux plus élevé de psychopathologie que la population générale. Elles n'étaient pas des monstres innés, mais des produits d'un système qui normalisait, récompensait et exigeait la cruauté. Le processus de désensibilisation commençait par un langage déshumanisant. Dans la formation à Ravensbrück, les nouvelles gardiennes apprenaient constamment à se référer aux prisonnières comme pièces ou unités, plutôt que comme personnes. On leur enseignait que les Juives étaient des ennemis raciaux de l'Allemagne, que les prisonnières politiques étaient des traîtres dangereux, que les criminels et asociales étaient des éléments dégénérés qui contaminaient la société. Cette propagande idéologique, combinée à la pression de groupe, créait un environnement où la violence était rapidement normalisée. Les gardiennes qui montraient initialement une réticence étaient ridiculisées par leurs collègues comme faibles ou inadaptées au travail. Celles qui montraient une cruauté exceptionnelle étaient louées et promues. Le système récompensait la brutalité et punissait la compassion. De plus, les Aufseherinnen existaient dans un limbe social particulier. Comme femmes dans une organisation dominée par des hommes SS, elles faisaient face à une pression constante pour prouver qu'elles étaient suffisamment dures, suffisamment impitoyables, suffisamment loyales au régime. Certains historiens soutiennent que cette dynamique de genre a contribué à des niveaux particulièrement extrêmes de violence de la part de certaines gardiennes qui tentaient de démontrer qu'elles n'étaient pas faibles, comme on s'attendait traditionnellement des femmes. Les relations personnelles entre les Aufseherinnen et les officiers SS ajoutaient une couche supplémentaire de complexité. Beaucoup de gardiennes avaient des relations sexuelles avec des officiers masculins, parfois par choix, parfois sous la contrainte, souvent à un point intermédiaire difficile à catégoriser. Ces relations pouvaient offrir protection, privilèges supplémentaires, ou simplement une connexion humaine dans un environnement de violence constante. Après la guerre, le destin des Aufseherinnen variait énormément, souvent basé sur des caprices juridictionnels plus que sur la gravité de leurs crimes. Celles capturées par les forces britanniques ou américaines recevaient généralement des procès relativement rapides. Celles capturées par les forces soviétiques disparaissaient souvent dans le système du goulag soviétique. La représentation des Aufseherinnen dans la culture populaire d'après-guerre les sexualisait souvent de manière problématique. Les films d'exploitation nazis, un sous-genre répugnant qui a émergé dans les années 70, présentaient les gardiennes féminines comme des sadiques sexualisées. Ces représentations déformées obscurcissaient la réalité historique plus troublante, que les Aufseherinnen étaient des femmes ordinaires qui participaient au génocide, non pas par déviation sexuelle, mais par idéologie, opportunisme, conformité sociale et la structure d'incitation du système concentrationnaire. Les quelques Aufseherinnen qui ont donné des interviews après avoir été libérées de prison offraient généralement des récits autocomplaisants. Elles affirmaient qu'elles avaient été forcées de travailler, qu'elles n'avaient pas eu le choix, qu'elles suivaient simplement des ordres, qu'elles ne connaissaient pas l'ampleur des atrocités. Ces affirmations étaient généralement fausses ou extrêmement exagérées. Des preuves documentaires montrent que les femmes pouvaient et refusaient parfois le travail de gardienne sans conséquences graves. Celles qui continuaient dans le travail faisaient des choix, bien que dans des contextes de pression sociale intense. Comprendre les Aufseherinnen nécessite d'équilibrer la reconnaissance de leur agentivité individuelle et de leur responsabilité morale avec la compréhension des forces structurelles et sociales qui ont facilité leur participation aux atrocités. Elles n'étaient pas des victimes, mais non plus des démons surnaturels. Elles étaient des êtres humains, dont les choix dans des conditions extrêmes révèlent des capacités troublantes à l'intérieur de la nature humaine ordinaire.
Le bloc 10 dans le champ principal d'Auschwitz est devenu en avril 1943 le centre d'expérimentation médicale sur les femmes. Les médecins nazis ont transformé cette baraque en un laboratoire où des prisonnières devenaient des cobayes pour des expériences pseudo-scientifiques conçues pour faire avancer l'idéologie raciale du Troisième Reich. Le professeur Karl Kloberg, gynécologue allemand, a reçu une autorisation personnelle de Heinrich Himmler pour développer des méthodes de stérilisation massive. Son objectif était de trouver une technique qui permettrait de stériliser des millions de personnes considérées comme racialement inférieures avec un minimum de temps et d'effort. Kloberg sélectionnait soigneusement ses victimes, des femmes juives fraîchement arrivées, généralement jeunes, mais ayant déjà accouché auparavant. Cela lui permettait de vérifier l'efficacité de ces méthodes sans avoir besoin d'effectuer des tests de fertilité supplémentaires. Si une femme ne tombait pas enceinte après le traitement, la stérilisation avait fonctionné. Les prisonnières étaient appelées au bloc 10 sans explication. Là, Kloberg leur injectait des substances caustiques directement dans l'utérus pendant ce qui simulait un examen gynécologique de routine. Aucune anesthésie n'était administrée. Les substances chimiques, développées en collaboration avec le laboratoire Schering, provoquaient une inflammation sévère conçue pour bloquer les trompes de Fallope. La douleur était insupportable. Les femmes décrivaient des sensations de brûlure extrême dans l'abdomen qui duraient plusieurs jours. Beaucoup développaient une forte fièvre, une péritonite, des hémorragies massives. Certaines mouraient à cause de complications de l'infection. D'autres étaient délibérément tuées des semaines plus tard pour permettre des autopsies examinant les effets du traitement. Une survivante, Monika Zatka, fut l'une des premières victimes de Kloberg. Un autre témoin, dont l'identité a été préservée dans les archives d'Auschwitz, a décrit avoir reçu 3 injections la première fois, puis 9 autres, en une seule séance quelques jours plus tard. Le docteur Horst Schumann a développé une méthode différente, la stérilisation par radiation au rayon X. Il a installé des équipements spéciaux dans l'une des baraques de Birkenau. Des dizaines d'hommes et de femmes juifs étaient amenés périodiquement. Schumann exposait les ovaires des femmes et les testicules des hommes à différentes intensités de radiation, cherchant la dose optimale. Les résultats furent catastrophiques. L'exposition produisait des brûlures sévères à l'abdomen, à l'aine et aux fesses. Les blessures s'infectaient et résistaient à toute guérison. Beaucoup de sujets moururent à cause de complications. Alisa Baruch, qui a survécu pour témoigner, a été exposée à 2 machines à rayon X, différentes pendant 20 minutes en 3 séances séparées. Elle a perdu tous ses cheveux, sa peau est devenue noire, elle a saigné par le rectum. Un médecin prisonnier juif a reçu l'ordre de lui réaliser une ovariectomie. Dans un acte de résistance silencieuse, le médecin n'a enlevé qu'un ovaire et une partie de l'utérus, permettant à Baruch d'avoir finalement 2 enfants après la guerre, bien qu'elle ait également donné naissance à 4 bébés qui sont morts quelques jours après la naissance. Le médecin a été découvert et envoyé aux chambres à gaz. Joseph Mengele, le ange de la mort, réalisait des expériences principalement sur des jumeaux, mais expérimentait également avec des femmes enceintes. Il les infectait délibérément avec le typhus pour déterminer si la maladie se transmettait au fœtus. Il ordonnait aux femmes enceintes de bander leurs seins et interdisait de nourrir leur nouveau-né, chronométrant combien de temps le bébé survivait sans lait maternel. Ruth Elias, déportée de Theresienstadt alors qu'elle était enceinte, a accouché à Auschwitz d'une belle petite fille blonde. Mengele lui a ordonné de bander ses seins pour observer combien de temps le bébé survivrait sans alimentation. Elias a observé pendant des jours l'agonie de sa fille mourant de faim. Finalement, une médecin prisonnière tchèque lui a donné une seringue avec une overdose de morphine pour mettre fin aux souffrances de la créature. Les femmes dans le bloc 10 vivaient dans un limbo terrifiant. Elles n'étaient pas envoyées aux travaux forcés ni confrontées aux conditions les plus brutales de Birkenau, mais elles savaient que leur corps était systématiquement détruit. Certaines préféraient les chambres à gaz à la torture prolongée de l'expérimentation médicale. D'autres s'accrochaient à l'espoir que survivre un jour de plus signifiait une possibilité de témoigner éventuellement de ces crimes. Les expériences médicales réalisées dans le bloc 10 et dans d'autres installations d'Auschwitz représentaient des violations fondamentales de tous les principes éthiques médicaux. Le Code de Nuremberg, élaboré directement en réponse à ces crimes après la guerre,
a établi des normes internationales pour l'expérimentation humaine, qui inclut l'exigence absolue de consentement éclairé volontaire. Les médecins nazis qui ont réalisé ces expériences avaient prêté le serment d'Hippocrate de ne pas nuire. La profession médicale allemande, dans son ensemble, a échoué de manière catastrophique et systématique à maintenir des normes éthiques pendant la période nazie. Loin de résister, de nombreux médecins ont embrassé avec enthousiasme les opportunités que les camps de concentration offraient pour une recherche sans contraintes éthiques. En plus de Klauberg, Schumann et Mengele, des dizaines d'autres médecins ont mené des expériences à Auschwitz. Le docteur Eduard Wirtz, médecin-chef des SS à Auschwitz, supervisait toutes les opérations médicales et était directement responsable de la création des conditions permettant l'expérimentation criminelle. Le docteur Johann Paul Kremer a mené des expériences examinant les effets de la famine sur les organes humains, ordonnant l'exécution de prisonniers dans des états spécifiques de malnutrition pour pouvoir réaliser des autopsies immédiates. Le docteur Friedrich Antres a mené des expériences pharmacologiques testant des médicaments expérimentaux sur des prisonnières sans leur connaissance ou consentement. Ces activités criminelles n'étaient pas secrètes au sein de la communauté médicale allemande. Les résultats des expériences dans les camps de concentration étaient publiés dans des revues médicales respectables. Des spécimens anatomiques dérivés de victimes assassinées étaient distribués à des universités et musées. Les professeurs d'université sollicitaient activement des organes et tissus de prisonniers exécutés pour leurs recherches. La complicité était systémique et étendue. Les expériences de stérilisation reflétaient spécifiquement les objectifs démographiques centraux de l'idéologie nazie. Les planificateurs du régime imaginaient un avenir où des populations entières considérées racialement inférieures ne seraient autorisées à survivre que comme travailleurs esclaves sans capacité reproductive. Les femmes juives, slaves et romanies seraient stérilisées massivement et forcées à travailler jusqu'à la mort sans produire la génération suivante. C'était un génocide planifié non seulement par meurtre direct, mais par l'élimination de la capacité biologique de reproduction de groupes entiers. Les victimes d'expérimentation médicale qui ont survécu à la guerre ont fait face à des conséquences physiques et psychologiques à vie. Beaucoup ont souffert de douleurs chroniques, d'infertilité permanente, d'infections récurrentes et d'autres complications médicales. Le traumatisme psychologique d'avoir été traités comme des cobayes jetables par des professionnels médicaux a causé un préjudice profond qu'aucune compensation financière ultérieure ne pouvait totalement réparer. La compensation offerte aux victimes d'expériences médicales après la guerre a été scandaleusement inadéquate. En 1951, le gouvernement allemand a offert une compensation aux victimes d'expérimentation médicale sous le national-socialisme. La plupart des victimes ont reçu 3000 marks ou moins comme paiement unique. Au lieu de compenser la douleur et la souffrance, le ministère fédéral des Finances calculait la perte de capacité de gain. Cela signifiait que les victimes de stérilisation par rayon X, y compris de nombreuses femmes qui ne travaillaient pas en dehors du foyer, n'ont reçu qu'une compensation minimale ou aucune. Les fonctionnaires ont refusé de compenser les jumeaux expérimentés par Mengele jusqu'après la mort de Mengele, en argumentant qu'une expérience de jumeaux n'était pas une expérience médicale. Finalement, des sommes dérisoires ont été versées. Les choses se sont améliorées lorsque la Pologne et la Hongrie ont sollicité une attribution par le Comité international de la Croix-Rouge. Des sommes entre 30 000 et 50 000 marks ont été octroyées aux victimes en Europe de l'Est. Le Bureau des Affaires étrangères du Royaume-Uni n'a ni soutenu les réclamants, ni négocié une compensation supplémentaire pour les victimes d'expériences qui résidaient au Royaume-Uni. Cette réponse inadéquate aux victimes d'expérimentation médicale nazie reflétait des schémas plus larges de compensation insuffisante pour les survivants de l'Holocauste en général. Libérer l'enfant juif, il n'existait aucune installation pour l'élever correctement et il serait inhumain d'envoyer l'enfant au crématoire sans permettre à la mère de l'accompagner. La politique a partiellement changé en 1943, mais le changement a apporté des horreurs différentes. Les femmes pouvaient maintenant accoucher, mais les nouveau-nés étaient immédiatement tués après la naissance. Les prisonnières en travail devaient s'allonger sur le sol de terre sale des baraquements ou, si elles avaient de la chance, sur le poêle de briques qui fournissait un peu de chaleur.
Il n'y avait pas d'eau courante, de draps propres, de couches, ni d'équipement médical de base. Les femmes accouchaient assistées par d'autres prisonnières qui n'avaient aucune formation médicale. Les complications entraînaient fréquemment la mort. Une prisonnière grecque juive appelée Paula est entrée en travail pendant un appel. Les ordres étaient absolus. Toutes devaient rester en formation. Paula a accouché debout dans les rangs du comptage. Stanisława Leszczyńska a changé cette équation de mort. Cette sage-femme polonaise de 47 ans est arrivée à Auschwitz en 1943 avec sa fille Sylwia, après avoir été capturée pour avoir aidé les Juifs dans le ghetto de Łódź. Les numéros tatoués sur leurs bras étaient 40 et 1335 et 40 et 1336. Lorsque les SS ont découvert sa profession, ils l'ont affectée au baraquement de maternité à Birkenau. Là, elle a trouvé des conditions défiant la description. Le baraquement consistait en environ 30 couchettes près d'un poêle en briques servant de lit d'accouchement. 3 ou 4 femmes partageaient chaque couchette. La dysenterie était universelle. Des rats de la taille de chat rôdaient en dévorant les cadavres. 10 à 20 femmes mouraient chaque jour. Il n'y avait pas d'eau fraîche disponible. Dans cet enfer, Leszczyńska a refusé de suivre les ordres. Les SS lui ont ordonné de tuer les nouveau-nés. Mengele lui a crié « Un ordre est un ordre ». Elle a refusé. Les gardes l'ont battue. Elle a continué à refuser. Pour des raisons que personne ne comprend complètement, ils ne l'ont pas exécutée. Au lieu de cela, ils l'ont autorisée à continuer son travail, mais d'autres se chargèrent des meurtres. Une prisonnière allemande criminelle surnommée Sœur Clara, qui avait été envoyée au camp pour avoir assassiné un enfant, supervisait le baraquement avec une autre femme appelée Sœur Fanny. Son travail consistait à déclarer les bébés nés morts et ensuite à les noyer dans des seaux, souvent devant les mères qui venaient d'accoucher. Des 3000 bébés que Leszczyńska a aidés à naître, environ la moitié ont été noyés immédiatement. 1000 autres sont morts rapidement de faim ou de froid parce qu'il était interdit aux mères d'allaiter. 500 ont été envoyés à des familles allemandes pour être germanisés s'ils avaient tous les yeux bleus et des traits considérés ariens. Seuls 30 ont survécu au camp avec leur mère. Miraculeusement, toutes les mères ont survécu à l'accouchement lui-même, un témoignage de la compétence de Leszczyńska, travaillant sans instruments, eau propre ou médicaments. Elle baptisait discrètement les bébés chrétiens avec la permission des mères. Elle tatouait secrètement certains bébés destinés à la germanisation dans l'espoir qu'ils pourraient un jour retrouver leur famille biologique. Elle remplissait le baraquement de chansons pour apaiser les femmes en travail ou terrifiées. Les prisonnières l'appelaient « mère ». La docteure Gisela Perl, gynécologue hongroise, a pris une décision différente pour sauver des vies. Perl a été initialement affectée à prélever du sang de prisonnières juives pour des transfusions à des soldats allemands. Lorsque Mengele a découvert sa spécialité, il lui a ordonné de signaler toutes les femmes enceintes. Les premières femmes que Perl a signalées ont été envoyées immédiatement aux chambres à gaz. En comprenant le sort qui les attendait, Perl a pris une décision qui la tourmenterait le reste de sa vie. Elle pratiquerait des avortements secrets pour sauver les mères. Sans lit, instruments ou médicaments, Perl a pratiqué des centaines d'avortements en utilisant uniquement ses mains. Elle travaillait dans l'obscurité, dans des conditions terribles, en accélérant les accouchements prématurés de femmes à leur 9e, 8e, 7e, 6e et 5e mois de grossesse. Elle rompait les membranes, dilatait avec les doigts, inversait les embryons. Après l'accouchement, elle bandait rapidement l'abdomen de la mère et la renvoyait au travail. Miraculeusement, presque toutes les femmes ont survécu à ces procédures brutales et ont pu travailler, ce qui a au moins temporairement sauvé leur vie. Après la guerre, Perl a été initialement soupçonnée de crimes de guerre. Son témoignage est finalement devenu crucial pour condamner les médecins nazis. Avec l'aide d'Eleanor Roosevelt, Perl s'est établie à Manhattan, où elle a ouvert un cabinet obstétrique spécialisé dans le traitement des survivants de l'Holocauste. Elle a consacré sa vie à aider les femmes souffrant d'infertilité et a réussi à mettre au monde plus de 3000 bébés, une rédemption personnelle pour les vies qu'elle avait terminées à Auschwitz. Le nombre exact de bébés nés à Auschwitz reste inconnu car beaucoup n'ont jamais été officiellement enregistrés. Les estimations varient de 3000 à peut-être plus de 5000 naissances au cours des années de fonctionnement du camp. De ceux-ci,
Seule une infime fraction a survécu jusqu'à la libération. Les bébés envoyés pour germanisation entraient dans un système bureaucratique nazi, conçu pour créer la prochaine génération d'Allemands, purs. Ils étaient rebaptisés avec des noms allemands, leurs certificats de naissance étaient falsifiés pour effacer leur origine juive ou slave, et ils étaient placés dans des familles allemandes soigneusement sélectionnées. Après la guerre, des organisations humanitaires ont tenté de retrouver ces enfants volés pour les réunir avec des proches survivants. Le processus était extraordinairement difficile. Beaucoup d'enfants étaient trop jeunes pour se souvenir de leurs origines. Les familles adoptives allemandes refusaient souvent de rendre les enfants qu'elles avaient élevés comme les leurs. Dans certains cas, les recherches ont duré des décennies. Les mères qui ont survécu à Auschwitz et ont accouché là-bas ont porté un traumatisme psychologique dévastateur pour le restant de leur vie. Celles dont les bébés ont été tués immédiatement ont vécu avec la culpabilité de survivants, se demandant constamment si elles auraient-ils pu faire quelque chose de différent pour sauver leurs enfants. Celles dont les bébés ont été pris pour la germanisation ont passé des années, parfois des décennies, à les chercher, ne sachant jamais avec certitude si leurs enfants avaient survécu ou où ils pouvaient être. Les prisonnières qui ont assisté les accouchements et pris soin des mères dans le baraquement de maternité ont également porté un poids psychologique énorme. Elles avaient aidé à donner la vie en sachant que cette vie serait probablement éteinte en quelques heures ou jours. La Drée Gisela Perl a décrit dans ses écrits ultérieurs comment pendant des années après la libération, elle était tentée par des cauchemars des bébés qu'elle avait empêchés de naître. Elle se demandait constamment si elle avait pris les bonnes décisions, sachant rationnellement qu'elle avait sauvé les vies des mères, mais ressentant émotionnellement qu'elle avait participé à un meurtre. Ce n'est qu'après avoir consacré sa vie à aider les survivants de l'Holocauste à concevoir et à donner naissance qu'elle a trouvé une certaine paix. La politique nazie envers la grossesse et la naissance dans les camps a évolué de manière qui révèle les contradictions inhérentes à l'idéologie raciale nazie. Tandis que les juives enceintes étaient systématiquement tuées, les femmes non juives dans certains camps satellites étaient encouragées ou même forcées à accoucher pour fournir des bébés à l'adoption allemande. Cette distinction absolue basée sur des catégories raciales inventées démontre la nature fondamentalement arbitraire et construite de la pensée raciale nazie. Le programme Lebensborn, établi par les SS pour augmenter le taux de natalité arien, opérait simultanément alors que des bébés juifs étaient tués à Auschwitz. Cette juxtaposition de politiques pro-natalistes pour les Aryens et antinatalistes génocidaires pour les Juifs était centrale à la vision démographique nazie. Les témoignages de femmes qui ont accouché à Auschwitz sont parmi les plus déchirants de toute la littérature de survivants de l'Holocauste. Ils décrivaient l'agonie du travail sans assistance médicale adéquate, la terreur de savoir que leur bébé serait tué, l'impuissance absolue face au pouvoir nazi. Certaines femmes décrivaient de brefs moments de joie en tenant leur nouveau-né avant qu'il ne soit arraché. D'autres décrivaient une dissociation psychologique, leur incapacité à traiter émotionnellement ce qui se passait. L'accouchement à Auschwitz représentait la perversion ultime de ce qui devrait être l'un des moments les plus sacrés de la vie humaine. Les nazis ont réussi à transformer même la naissance en instrument de torture et de mort. Cette profanation de la maternité révèle la profondeur de la dépravation du régime. En avril 1943, Maria Mandl ordonna la création d'un orchestre composé exclusivement de prisonnières du camp de femmes. L'idée est née d'une combinaison de son amour personnel pour la musique et de l'utilité pratique que les autorités des SS voyaient dans l'utilisation de la musique pour contrôler les prisonnières. Zofia Tchaïkovska, une professeure de musique polonaise, fut désignée comme première directrice. Elle recruta 15 femmes de différents baraquements, principalement des polonaises non juives, avec une certaine formation musicale. Les instruments arrivaient confisqués des transports, violons, accordéons, mandolines, tout volé aux déportés qui avaient été encouragés à apporter leurs possessions les plus précieuses, sans savoir qu'à la rampe, tout leur serait arraché. Les partitions provenaient aussi des victimes. L'orchestre répétait jusqu'à 10 heures par jour. Sa fonction principale était de jouer des marches militaires allemandes à la porte du camp lorsque les commandos de travail sortaient chaque matin et revenaient chaque soir. Les musiciennes devaient être en position avant l'aube
et y restait jusqu'à ce que la dernière prisonnière soit passée. Elle jouait aussi pendant les sélections, dans l'infirmerie, lors des exécutions publiques et pour le divertissement des officiers des SS. En août 1943, Alma Rosé est arrivée à Auschwitz et a transformé l'orchestre. Rosé était une violoniste autrichienne juive de lignée musicale impressionnante, fille d'Arnold Rosé, chef de l'orchestre philharmonique de Vienne et nièce de Gustav Mahler. Elle avait dirigé son propre petit orchestre à Vienne avant la guerre. Les SS l'ont nommée nouvelle directrice, remplaçant Tchaïkovska. Sous Rosé, l'orchestre s'est étendu à 47 membres pour janvier 1944. Le répertoire s'est élargi au-delà des marches allemandes pour inclure la musique classique, œuvres de Grieg, Schumann, Mozart, Beethoven. Rosé était une directrice exigeante. Elle insistait sur la perfection musicale même dans les circonstances les plus impossibles. Les membres de l'orchestre avaient des opinions partagées à son sujet. Certaines la voyaient comme une sauveuse. L'appartenance à l'orchestre signifiait ne pas avoir à effectuer des travaux physiques épuisants, des rations légèrement meilleures, un baraquement séparé. D'autres la considéraient excessivement dure, obsédée par le désir de plaire aux SS. Fania Fénelon, une chanteuse française qui a rejoint l'orchestre, publierait plus tard des mémoires controversées dépeignant Rosé comme une disciplinaire cruelle admirant les nazis. D'autres survivantes ont rejeté avec véhémence cette caractérisation, défendant Rosé comme une femme qui a fait tout son possible pour garder ses musiciennes en vie grâce au seul moyen disponible, l'excellence musicale. L'orchestre existait dans un paradoxe moral torturant. Les musiciennes jouaient, tandis que leurs compagnes prisonnières marchaient épuisées, elles faisaient des travaux qui les tueraient lentement. Elles jouaient pendant les sélections qui envoyaient des milliers aux chambres à gaz. Elena Dunic-Niewinska, une violoniste polonaise membre de l'orchestre, a décrit des scènes des nouveaux arrivants écoutant de la musique en descendant des trains. Certains tendaient leurs mains vers les sons, cherchant du réconfort. Mais la musique faisait partie de la tromperie. Les nouveaux arrivants pensaient qu'un endroit avec un orchestre ne pourrait pas être si terrible. Pendant ce temps, les Juifs marchaient nus vers les chambres à gaz accompagnés par des valses viennoises. Charlotte Delbault, une résistante communiste française, s'est souvenue en 1995 que c'était intolérable d'entendre l'orchestre jouer, tandis que des hommes nus réduits à des squelettes sortaient de leur baraque pour aller travailler, conduits par des coups qui les faisaient vaciller. D'autres prisonnières avaient des réactions différentes. Irène, une survivante qui a témoigné pour la Fondation Shoah en 1995, a décrit voir l'orchestre jouer sur une plateforme pour le divertissement des SS, belle femme en uniforme impeccable, maquillage et rouge à lèvres, cheveux blonds et longs. Pour elle, c'était une autre forme de meurtre psychologique. « Ce n'était pas de la musique pour nos âmes », a-t-elle déclaré avec insistance. « Je pensais à mes parents et frères et à des gens brûlants. » Pour les musiciennes elles-mêmes, l'orchestre représentait la survie. Anita Lasker, âgée de 18 ans, passionnée par le violoncelle depuis son enfance, se souvient avoir joué la sonate pathétique de Beethoven en secret avec 3 autres musiciennes. Bien que la pièce ait été écrite à l'origine pour piano seul, une chanteuse française tout juste arrivée l'avait transcrite pour 3 violons et un violoncelle. Elle jouait clandestinement, car les musiciennes juives n'étaient pas jugées dignes d'interpréter des chefs-d'œuvre allemands. Une prisonnière désignée montait la garde pour avertir si un garde SS s'approchait. Lasker décrivait l'expérience comme une où nous pouvions nous élever bien au-dessus de l'enfer d'Auschwitz vers des sphères où nous ne pouvions être touchés par la dégradation de l'existence dans le camp de concentration. Alma Rosé est morte subitement le 5 avril 1944, peut-être d'un empoisonnement alimentaire après avoir dîné avec un capot. Sonia Winogradowa, une pianiste ukrainienne, a pris la direction en 3e. La performance de l'orchestre a décliné pour plusieurs raisons, y compris moins de temps de répétition et le manque d'expérience de Winogradowa. L'orchestre a cessé de jouer en octobre 1944. Le 1er novembre, les membres juifs ont été évacués dans des wagons à bestiaux vers Bergen-Belsen. La plupart ont survécu. La réponse des autres prisonnières à l'orchestre de femmes variait énormément en fonction de multiples facteurs, notamment la nationalité, le temps passé dans le camp et les circonstances personnelles. Pour certaines,
la musique offrait un bref moment de transcendance, un rappel que la beauté existait encore quelque part au-delà des barbelés. Pour d'autres, elle représentait une collaboration grotesque avec les nazis, une trahison envers les victimes. Cette division d'opinion a persisté dans les témoignages des survivantes des décennies après la libération. La controverse entourant les mémoires de Fania Fénelon illustre des tensions plus larges sur la façon de narrer les expériences de l'Holocauste. Fénelon a été accusée par d'autres musiciennes survivantes d'exagérer sa propre importance dans l'orchestre, de déformer les personnalités des autres membres et de présenter un récit sensationnaliste qui sacrifiait la vérité historique pour l'impact dramatique. Ces disputes sur la mémoire et la représentation sont courantes parmi les survivants, reflétant comment un traumatisme extrême fragmente la mémoire et comment différentes personnes traitent des expériences communes de manière radicalement différente. Le film Playing for Time, basé sur le livre de Fénelon, a généré une controverse supplémentaire. Vanessa Redgrave, qui a interprété Fénelon, était connue pour son activisme politique pro-palestinien, ce qui a causé des protestations d'organisations juives. Le casting et la production sont devenus des champs de bataille pour des conflits politiques contemporains totalement séparés des événements historiques que le film prétendait représenter. La musique elle-même, que l'orchestre jouait, portait des significations complexes et parfois contradictoires. Les marches allemandes qui accompagnaient les prisonnières vers les travaux forcés étaient des instruments explicites de contrôle. La musique classique européenne que les SS appréciaient lors de concerts privés représentait la haute culture que les nazis prétendaient protéger tout en perpétrant la barbarie. Les chansons populaires et les mélodies de films offraient une familiarité réconfortante au milieu de l'horreur incompréhensible. Chaque pièce musicale existait en plusieurs couches de signification simultanément. Après la guerre, plusieurs musiciennes survivantes ont poursuivi des carrières musicales professionnelles. Anita Lasker-Wallfisch est devenue une violoncelliste distinguée, a cofondé l'orchestre de chambre anglais et a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation sur l'Holocauste. D'autres ont abandonné la musique complètement, incapables de séparer l'acte de jouer des souvenirs traumatiques associés. Elena Dunic-Niewinska a continué à travailler dans les publications musicales en Pologne. L'orchestre de femmes d'Auschwitz reste l'un des symboles les plus complexes et moralement ambigus de l'Holocauste. Un exemple de la façon dont les nazis exploitaient le talent humain et la culture, alors même qu'ils exécutaient un génocide industriel. Les conditions dans lesquelles l'orchestre fonctionnait étaient extraordinairement difficiles, malgré les privilèges relatifs dont jouissaient les musiciennes. Elles devaient jouer pendant des heures dans toutes sortes de climats sans protection adéquate. Les mains gelaient en hiver, rendant difficile le jeu des instruments à cordes ou à vent. Les instruments eux-mêmes se désaccordaient avec les changements de température. Les partitions se mouillaient sous la pluie. Les musiciennes souffraient de maladies comme toutes les autres prisonnières, mais on s'attendait à ce qu'elles jouent même lorsqu'elles étaient malades. La pression psychologique de maintenir des normes musicales élevées tout en étant témoin d'atrocités quotidiennes était immense. Maria Mandel assistait aux répétitions et aux concerts régulièrement. Sa présence créait une tension constante parce que son approbation signifiait la survie continue de l'orchestre. Si la qualité musicale déclinait, tout le groupe pourrait être dissous et les musiciennes envoyées à des travaux réguliers qui signifiaient probablement la mort par épuisement. Cette dépendance aux caprices d'une criminelle de guerre plaçait les musiciennes dans une position moralement impossible. L'héritage de l'orchestre de femmes d'Auschwitz continue d'être débattu par les historiens, les musiciens et les éthiciens. Était-ce une résistance culturelle ou une collaboration forcée? A-t-elle apporté un véritable réconfort ou a-t-elle servi uniquement des fins nazies? La réponse est probablement qu'elle a été toutes ces choses simultanément, un paradoxe insoluble qui reflète les choix moraux impossibles qui ont caractérisé la vie sous le génocide nazi. En novembre 1944, Heinrich Himmler a ordonné d'arrêter les gazages à Auschwitz. Les nazis ont commencé des opérations de nettoyage pour cacher les preuves du génocide. Les chambres à gaz et les crématoriums ont été dynamités en janvier 1945. À la mi-janvier, avec l'armée rouge soviétique s'approchant, les SS ont commencé à évacuer le camp. Le 18 janvier 1945, des colonnes de prisonnières
ont été forcées de marcher vers l'ouest dans ce qui serait connu comme les marches de la mort. Environ 5345 femmes et enfants ont été sortis du camp en groupe de 500, escortés par des gardes SS lourdement armés. Ils marchaient au milieu de l'hiver brutal, sans vêtements appropriés, sans nourriture suffisante, sans repos. Quiconque restait en arrière était fusillé sur le champ. Des milliers sont morts lors de ces marches à cause de l'hypothermie, de la famine, de l'épuisement ou de l'exécution. Plus de 4500 femmes et enfants ont été laissés à Birkenau, trop malades ou faibles pour marcher. Les SS espéraient qu'ils mourraient de toute façon. Les gardiens ont abandonné le camp. Certaines, comme Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath et Johanna Bormann, ont fui vers d'autres camps où elles seraient finalement capturées. Le 27 janvier 1945, le lieutenant-colonel Anatoly Shapiro, un juif ukrainien, a commandé le régiment de fusiliers 1085 Tarnopol de l'armée rouge qui a libéré Auschwitz. Les soldats ont trouvé environ 7000 survivants dans le complexe complet, y compris les prisonnières du camp de femmes. Ils ont trouvé des entrepôts contenant 836 525 pièces de vêtements de femmes, 348 820 pièces de vêtements d'hommes, 43 525 paires de chaussures et de grandes quantités de brosses à dents, de lunettes et d'autres effets personnels. Ils ont également trouvé 460 membres artificiels et 7 tonnes de cheveux humains rasés de femmes juives avant d'être tuées. Les cheveux avaient été vendus à l'entreprise Alex Zink en Bavière pour fabriquer du tissu. Stanisława Leszczyńska refusa de quitter Auschwitz jusqu'à l'arrivée de la Croix-Rouge. Elle assista à l'accouchement de son dernier bébé, tandis que le camp brûlait autour d'elle, incendié par les gardiens en retraite. Après la guerre, elle retourna à l'obstétrique. Ses 4 enfants avaient survécu. 3 devinrent médecins et un avocat et compositeur. 25 ans après la libération, elle fut réunie avec certains des enfants qu'elle avait sauvés. Elle dit que ce fut l'un des jours les plus heureux de sa vie. Gisela Perl finit par déménager en Israël, où elle vécut avec sa fille survivante à Herzliya jusqu'à l'âge de 81 ans. Dans les procès pour crimes de guerre, la justice fut sélective et fréquemment inadéquate. Maria Mandel fut jugée à Cracovie en 1947 et condamnée à mort par pendaison. Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath et Johanna Bormann furent exécutées le 13 décembre 1945 après le procès de Belsen. Grese n'avait que 22 ans. Karl Kloberg fut jugé en Union soviétique, condamné à 15 ans, libéré en 1955, arrêté de nouveau en Allemagne après avoir donné une conférence de presse sur son travail à Auschwitz. Il mourut avant que son procès ne se conclût. Joseph Mengele s'enfuit en Amérique du Sud et ne fut jamais capturé, mourant noyé au Brésil en 1979. Horst Schumann s'enfuit au Japon, puis au Soudan, au Nigeria et au Ghana, avant d'être extradé en Allemagne en 1966. Son procès commença en 1970, mais fut interrompu en 1971 pour raison de santé. Beaucoup des Aufseherinnen ne furent jamais jugées et retournèrent à des vies ordinaires. Pendant des décennies, les expériences spécifiques des femmes à Auschwitz sont restées marginales dans l'historiographie de l'Holocauste. Les récits généraux des camps subsumaient les violences particulières contre les corps féminins dans des récits universels de souffrance. Ce n'est qu'à partir des années 70 et 80 qu'universitaires comme Johann Ringelheim et Sybil Milton ont commencé à argumenter que le genre influençait la manière dont l'Holocauste était vécu et survécu. Leurs travaux ont rencontré la résistance d'un milieu qui insistait que séparer les histoires des hommes et des femmes juifs nuisait à leur destin commun. Mais les survivantes savaient autrement. Les femmes ont affronté des viols rarement documentés. Elles ont affronté des grossesses qui signifiaient des sentences de mort automatiques. Elles ont affronté des expérimentations médicales conçues spécifiquement pour leur système reproductif. Elles ont affronté la perte d'enfants de façon que les pères n'ont pas expérimenté. Elles ont affronté des gardiennes dont la brutalité était amplifiée par les attentes sociales de féminité et de soins. Le camp de femmes d'Auschwitz n'était pas une version féminine d'une expérience masculine. C'était son propre univers d'horreur avec ses propres règles, ses propres hiérarchies,
ses propres stratégies de survie et de résistance. Comprendre ce qui s'y est passé nécessite de reconnaître tout à la fois l'universalité du génocide nazi et les particularités de la manière dont ce génocide s'est déployé sur des corps identifiés comme féminins. Des 131 000 femmes enregistrées à Auschwitz, environ 82 000 étaient juives, 31 000 polonaises, 11 000 roms, et le reste de Dzenetizedan, diverses nationalités européennes. Elles représentaient 30% de tous les prisonniers enregistrés dans le camp. Mais des centaines de milliers de femmes juives supplémentaires n'ont jamais été enregistrées, classées comme inaptes au travail lors des sélections et envoyées directement aux chambres à gaz. Mères avec jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées, malades, toutes assassinées dans les premières heures de leur arrivée. Leurs noms n'ont jamais figuré dans aucun document officiel. Elles n'ont laissé aucune trace, sauf dans les mémoires fragmentées de ceux qui ont été témoins de leur arrivée et disparition. Le camp de femmes d'Auschwitz-Birkenau a fonctionné pendant moins de 3 ans, d'août 1942 à janvier 1945. Pendant ce temps, il est devenu l'un des lieux de plus grande concentration de souffrance féminine dans l'histoire humaine. Ce qui s'est passé là-bas défie la compréhension complète. Les mots que les survivantes ont utilisés à plusieurs reprises dans leurs témoignages étaient indescriptibles, inimaginables, incompréhensibles. Cependant, elles ont décrit, imaginé et aidé le monde à comprendre, car elles savaient que le silence permettrait à ces atrocités de se fondre dans l'abstraction historique. Les femmes d'Auschwitz exigent d'être rappelées non pas comme des victimes sans visage, mais comme des individus avec des noms, des histoires, des familles, des rêves qui ont été systématiquement détruits par une idéologie qui cherchait non seulement à anéantir les Juifs, mais à contrôler, expérimenter et éliminer la capacité reproductive des femmes juives pour prévenir les futures générations. Les procès d'après-guerre des auteurs nazis ont révélé à la fois la possibilité de justice et ses sévères limitations. La majorité des responsables des crimes à Auschwitz n'ont jamais fait face à des conséquences légales. Des milliers de gardes SS, de personnel administratif et de collaborateurs ont simplement disparu dans la population allemande générale après l'effondrement du Reich. Certains ont été activement protégés par des réseaux d'anciens nazis. D'autres ont profité de la guerre froide émergente lorsque les puissances occidentales ont privilégié le recrutement d'Allemands anticommunistes sur la poursuite des criminels de guerre. La République fédérale d'Allemagne a conduit plusieurs procès supplémentaires de personnel d'Auschwitz dans les décennies 1960 et 1970, y compris les procès de Francfort de 1963 à 1965, où 22 anciens membres des SS ont été poursuivis. Cependant, les peines ont souvent été jugées inadéquatement légères par les survivants. Beaucoup d'accusés ont reçu seulement quelques années de prison pour participation au meurtre de masse. Les tribunaux allemands appliquaient des normes légales qui exigeaient de prouver une intention meurtrière individuelle spécifique, rendant extrêmement difficiles les condamnations pour les crimes commis dans le cadre d'un système bureaucratique d'extermination. Les survivantes du camp de femmes d'Auschwitz ont fait face à d'énormes défis pour reconstruire leur vie après la libération. Beaucoup avaient perdu des familles entières. Elles sont retournées dans des maisons détruites ou occupées par d'autres. Elles ont affronté un antisémitisme persistant dans les pays d'Europe de l'Est. Certaines ont émigré en Israël, aux États-Unis, au Canada ou en Australie pour chercher de nouveaux départs. D'autres sont restées en Europe, essayant de reconstruire des communautés juives dévastées. Le traumatisme psychologique qu'elles portaient était profond et permanent. Beaucoup ont souffert de ce que nous reconnaissons maintenant comme un trouble de stress post-traumatique sévère, bien que ce diagnostic n'existait pas dans les décennies immédiates après la guerre. Cauchemars, flashbacks, anxiété paralysante, dépression profonde, tout cela était courant. Certaines survivantes n'ont jamais parlé de leurs expériences, même pas avec leur propre famille. Le silence était une stratégie de survie psychologique. D'autres sont devenus des témoins infatigables, consacrant leur vie à l'éducation sur l'Holocauste. Elles visitaient des écoles, parlaient lors de conférences, donnaient des témoignages enregistrés pour les archives historiques. Elles comprenaient que leur responsabilité en tant que survivantes était d'assurer que le monde n'oublie jamais.
L'héritage du camp de femmes d'Auschwitz continue de résonner des décennies plus tard. Les études de genre sur l'Holocauste ont prospéré depuis les années 1990, produisant des recherches sophistiquées sur la manière dont les expériences variaient en fonction du genre, de l'âge, de la nationalité et d'autres facteurs. Le site d'Auschwitz-Birkenau est devenu un musée et un mémorial en 1947. Des millions de visiteurs parcourent annuellement les mêmes chemins où les prisonnières marchaient vers leur mort. Les baraquements préservés, les expositions de biens confisqués et les témoignages de survivants éduquent de nouvelles générations sur les capacités humaines, tant pour le mal extrême que pour la résistance extraordinaire face à ce mal. La préservation d'Auschwitz en tant que site de mémoire a généré des débats sur la meilleure manière d'honorer les victimes et d'éduquer le public. Certains soutiennent que le site doit rester exactement tel qu'il a été trouvé par les libérateurs. D'autres soutiennent qu'une interprétation active est nécessaire pour que les visiteurs comprennent ce qu'ils voient. Le musée a fait évoluer ses expositions à plusieurs reprises, incorporant de nouvelles recherches, historiques et technologies éducatives. L'ouverture des archives soviétiques, après 1991, a fourni un accès à une documentation supplémentaire sur Auschwitz qui avait été inaccessible pendant des décennies de guerre froide. Les survivantes qui ont vécu jusqu'au XXIe siècle ont vu des changements dramatiques dans la façon dont le monde se souvenait de l'Holocauste. D'un sujet à peine discuté dans les années 1950 et 1960, il est devenu un point central de la mémoire historique et de l'éducation. L'établissement de musées de l'Holocauste dans de nombreux pays, l'inclusion de l'éducation sur l'Holocauste dans les programmes scolaires, les commémorations annuelles de la Journée internationale à la mémoire de l'Holocauste, tout cela reflète un engagement croissant à préserver la mémoire. Cependant, les survivants ont également exprimé des préoccupations quant à la banalisation, à la politisation et à la distorsion de l'histoire de l'Holocauste à des fins contemporaines. L'augmentation du négationnisme de l'Holocauste au cours des décennies récentes a motivé les survivantes et éducateurs à redoubler d'efforts de documentation et de témoignages. Les dernières survivantes du camp de femmes d'Auschwitz comprenaient que leur décès signifierait la perte de témoins oculaires directs. Beaucoup ont participé à des projets massifs d'histoire orale, enregistrant des témoignages en vidéo qui préservent non seulement leurs paroles, mais aussi leur voix, expression faciale et émotion. Des projets comme les archives visuelles de l'histoire et de l'éducation sur l'Holocauste de la Fondation Shoah, fondée par Steven Spielberg, ont recueilli plus de 50 000 témoignages de survivantes avant qu'il ne soit trop tard. La numérisation de documents historiques, photographies et artefacts a démocratisé l'accès à des preuves primaires de l'Holocauste. Les chercheurs partout dans le monde peuvent maintenant examiner des documents originaux d'Auschwitz sans se rendre dans des archives physiques en Pologne, Israël ou Allemagne. Cette accessibilité a permis de nouvelles recherches, mais a également facilité la tâche des négationnistes qui sélectionnent des fragments de contexte pour déformer l'histoire. Les femmes d'Auschwitz représentent plus que des victimes de génocide. Elles représentent la destruction systématique de futurs entiers, de générations qui ne sont jamais nées, de contributions culturelles, scientifiques, artistiques et humanitaires qui ne se sont jamais réalisées. Chaque femme assassinée à Auschwitz avait un potentiel illimité. Chaque enfant tué aux côtés de sa mère représentait des possibilités infinies éteintes. Le camp de femmes d'Auschwitz-Birkenau demeure comme témoignage de la capacité humaine à perpétrer un mal insondable, mais aussi à résister, à survivre et finalement à témoigner. Les survivantes ont transformé leur souffrance en éducation, leur traumatisme en témoignage, leur perte en héritage. Elles ont marché du royaume de la mort de retour au monde des vivants et ont refusé de permettre que le silence efface ce qu'elles avaient témoigné. Leur courage à confronter leurs souvenirs les plus douloureux, à partager leurs histoires avec un monde qui préférait souvent ne pas écouter, a assuré que les noms, visages et vies de celles qui ont péri ne se perdent pas dans l'abstraction statistique. Nous nous souvenons d'Auschwitz non pas pour nous complaire dans l'horreur, mais pour comprendre les conséquences de la haine, de l'intolérance et de la déshumanisation laissée croître sans contrôle. Les femmes qui ont souffert et sont mortes là-bas exigent que nous nous rappelions, que nous apprenions,
et que jamais nous permettions qu'une telle barbarie ne se reproduise.